L'INSEP vous présente Médecins du sport. Vivez aux côtés des spécialistes de la santé des sportifs, des petits tracas jusqu'aux blessures majeures, la vie des médecins accompagnant l'élite des sportifs. Épisode numéro 4, endocrinologie et sport de haut niveau, avec le docteur Marie-France Oprendek. J'ai le plaisir de recevoir le docteur Marie-France Oprendek, qui est médecin du sport, endocrinologue, nutritionniste et diabétologue. Docteur Oprendek, vous avez un cabinet de consultation dans la jolie ville de Vincennes, voisine de l'INSEP, et vous officiez également à l'INSEP depuis déjà quelques années. Nous allons donc nous intéresser à votre discipline et à son intérêt pour le sport de haut niveau. Mais tout d'abord, bienvenue et bonjour à vous. Bonjour. Commençons par quelques petites définitions, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que l'endocrinologie ? Alors, étymologiquement, c'est l'étude, le logos, de la sécrétion crinée interne, endo. Alors, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que vous soignez et pourquoi on vient vous voir ? L'endocrinologie concerne les glandes dites endocrines. Glandes endocrines, ça veut dire qu'elles sécrètent des hormones qui sont directement déversées dans le sang. Et ce n'est pas comme la vésicule biliaire où les sels biliaires sont dans la vésicule où, vont se collecter quelque part avant d'être utilisés. Donc c'est une production directe des hormones au niveau du sang. Donc le pancréas sécrète de l'insuline, la thyroïde sécrète les hormones thyroïdiennes, l'hypophyse sécrète énormément d'hormones. Il y a une hypophyse antérieure et postérieure qui sécrètent directement des hormones gérées au niveau sanguin, et ces hormones vont venir stimuler des organes. Donc la thyroïde, les surrénales, les testicules chez les messieurs, les ovaires, etc., etc. Donc on soigne les pathologies liées, à ces hormones. Ce sont donc au niveau hypophysaire les insuffisances, les excès, les adénomes. Au niveau de la thyroïde, les hyper ou les hypothyroïdies. Au niveau des surrénales, les hyper ou les insuffisances surrénaliennes. Au niveau, ovarien et testiculaire, les mêmes hyperactivité ou hypoactivité. Et nous gérons bien sûr les relations entre le cerveau et ces différentes hormones. Alors, il y a des noms d'hormones qui sont bien connus du grand public. Je pense notamment, pour en citer quelques-unes, l'insuline, la sérotonine, le cortisol, ocytocine, mélatonine, adrénaline, etc., etc. À combien estime-t-on le nombre d'hormones en action dans un corps humain ? Est-ce qu'elles sont toutes connues, ainsi que leur action ? Et est-ce qu'il y a une sorte d'égalité entre les êtres humains ? Est-ce qu'ils disposent-ils de toutes ces hormones, ou est-ce que c'est possible que certaines manquent dans certaines populations ? Alors, normalement, nous avons tous, parce que donc nous sommes des organes sains et des organes, complets. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de maladies génétiques qui viennent amputer, des sécrétions au niveau de ces différents types d'hormones et créer des pathologies parfois très lourdes. Voilà, qui sont détectées maintenant de plus en plus chez les petits, chez les enfants. Et donc, en fait, oui, il y a beaucoup de pathologies qui sont liées à des modifications de sécrétion, de constitution des hormones, de récepteurs de ces hormones. Voilà, différents X niveaux, pour, si vous voulez, aussi d'émission de ces hormones, de transport de ces hormones. Voilà, énormément de pathologies qui peuvent être liées, à ces modifications. Les hormones, on en découvre régulièrement, notamment au niveau de la surrénale, etc. Donc, en fait, le nombre d'hormones, là, personnellement, je ne l'ai pas, en mémoire, mais on est toujours en train de découvrir des sous-hormones ou des associations, etc. Mais ça se compte plutôt en dizaines, en centaines, en milliers ? On va dire en dizaines, autour de 100, quoi, en fait. Vous êtes aussi une diabétologue. Cette discipline est-elle en quelque sorte connexe à l'endocrinologie ? Complètement, puisque le pancréas sécrète l'insuline de façon, une libération constante, puisqu'en fait, quand un pancréas fonctionne bien et qu'on n'est pas diabétique, il y a une sécrétion régulière, de l'insuline, glucagon et autres hormones, qui permettent de réguler et de maintenir une glycémie autour de 0,90, 1 gramme, 1,10 gramme au niveau sanguin de façon constante, à jeun, avant ou après les repas. Vous avez parlé de nombreuses pathologies possibles par l'action d'un dysfonctionnement hormonal. Comment on soigne ça, en fait ? Est-ce que vous prescrivez beaucoup de médicaments ? Est-ce qu'il y a une certaine hygiène de vie à maintenir ? Quelles sont les manières de soigner vos patients ? Alors, nous, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, il y a une hormone qui est déficiente, il faut donc la substituer. Il faut substituer l'organe dans l'hormone qui est déficiente. Si on a une insuffisance surrénale et qu'on ne vient pas amener de
de l'hydrocortisone, le patient peut faire une insuffisance rénale aiguë et ça peut être la mort au bout. Pour le diabète, si on ne substitue pas de façon, je dirais, si on n'adapte pas les manques d'insuline, le patient peut faire un coma, etc. Pareil pour la thyroïde, si on reste en hypothyroïdie pendant des années, alors là c'est vraiment des dizaines d'années, on peut arriver à la mort. Mais des dizaines d'années, je dis bien. Au niveau de la cortisone, il y a aussi des hypersécrétions de cortisone, soit ça centrale, soit périphérique, soit au niveau de l'hypophyse, soit au niveau, je dirais, de la surrénale elle-même. Et si on ne vient pas moduler, il peut y avoir des troubles graves. Enfin, disons que les pathologies liées aux glandes endocrines peuvent entraîner des drames humains. Hygiène de vie. Je dirais, la surrénale fonctionne ou ne fonctionne pas. Après, c'est évident que les surrénales sont dans l'émotionnel, sont dans des compensations, je dirais, sont modifiées par notre attitude, notre mode de réactivité, si nous sommes anxieux, dépressifs, hyperactifs, etc. Mais après, c'est évident qu'il n'y a pas de capacité sur l'environnement de créer véritablement des modifications à partir du moment où il y a des pathologies. Maintenant, c'est vrai que si on est heureux, si on fait du sport, si on peut créer toutes ces neurohormones, je dirais, du bien-être et sérotonine, etc., endorphines, etc., qui nous permettent d'être mieux et d'être bien. Mais c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, la marche, je dirais, est une substitution très importante au traitement antidépresseur. Pour nous, je dirais, à l'activité des ovaires au niveau des jeunes femmes qui sont un peu trop fortes, etc. Pour le diabète, c'est véritablement la thérapie. Voilà, donc le sport peut venir s'associer, aider, augmenter, je dirais, les capacités de traitement. Mais après, ce sont des traitements qui sont très importants. Et pensez-vous qu'il existe encore beaucoup de marges de découverte scientifiques pour faire progresser encore cette discipline ? Ah oui, nous on n'arrête pas, je dirais, d'avoir des découvertes. En diabétologie, c'est assez extraordinaire de voir que l'on peut utiliser des neurohormones sécrétées je dirais, par notre organisme à différents niveaux, notamment digestifs, et qui viennent modifier totalement, je dirais, l'équilibre glycémique, qui même sont utilisés par rapport à des problèmes de poids, donc qui sont modifiés, je dirais, qui sont détournés actuellement, qui vont venir effectivement bientôt, je dirais, en thérapie. Oui, bien évidemment, on est sur des évolutions très, très importantes. Donc ça vous oblige à vous mettre à jour Ah oui, plus qu'à jour. Anticiper même. Et justement, est-ce que ces découvertes et les progrès scientifiques permettront un jour, selon vous, aux endocrinologues de maîtriser complètement les hormones ? Par exemple, de les faire agir et interagir selon notre bon vouloir ? Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que c'est potentiellement lié déjà à notre mode de vie, je dirais, par rapport à tout ce qui est hormones du bien-être, hormones, je dirais, au niveau de... Quand on fait un bon repas, on va sécréter plus d'insuline. Et donc, on va... Mais l'insuline n'est pas une hormone du bien-être. Mais par contre, si on fait un bon repas, on rigole bien avec les copains, on va avoir son ocytocine qui va monter, et donc on va être bien. Et donc, à ce moment-là, la surrénale aura moins d'activité parce que le bien-être fait qu'on n'est pas dans le stress. Enfin voilà, tout ça, ce sont des interactions. Maintenant, est-ce que le mode de vie... oui, si on est moins stressé, on va avoir moins de possibilités d'avoir des reflux gastriques parce que l'estomac est hyper stimulé, on va avoir moins d'ulcères, on va avoir... Voilà, tout ça, c'est vrai que c'est lié aux hormones aussi, mais c'est dans une espèce de dilution majeure, on va dire. En posant cette question, j'avais en tête un scénario plus transhumaniste, où on aurait, par exemple, un contrôle de la mesure, de ce qui se passe physiquement, chimiquement dans notre corps, et qu'on pourrait réguler. Alors, ça, c'est évident que tout pourra être mis, je dirais, en découverte, en utilisation, je dirais, et tout pourra être modifié, puisqu'actuellement, on sait tout gérer, on peut tout gérer. On a des physiologistes qui ont des imaginations extraordinaires. On a des machines et on a des capacités de savoir sur le plan génétique, je dirais, toutes les moindres modifications de nos gènes. C'est évident que l'homme pourra... être déshumanisé et être remplacé. Ça c'est quasiment évident. Alors, j'ai pu constater aussi, en préparant cet entretien, que vous avez des confrères endocrinologues qui exercent également en tant que psychothérapeutes.
Alors, a priori, ça me semble être un regroupement de disciplines assez étonnant. En quoi existe-t-il, selon vous, des passerelles entre l'endocrinologie et les psychothérapies? Alors, l'endocrinologie et les psychothérapies, c'est plutôt sur les troubles des comportements alimentaires, les TCA, donc les personnes qui font des binge eating, qui ont des phénomènes de boulimie, des anorexies, etc. Donc, qui touchent véritablement à la personnalité, au vécu, et je dirais aux capacités que l'organisme a de se prendre en charge ou de se laisser je dirais, envahir par des émotions, parce que c'est ça. Et donc, les psychiatres sont là pour ça. Maintenant, les psychiatres endocrinologues, il n'y en a pas énormément. Par contre, des psychologues et je dirais des psychanalystes, ça, il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup du monde de la psychologie, en tout cas, s'intéressent à l'endocrinologie, mais au travers je dirais, de la nutrition. Alors, parlons un peu de sport maintenant. Donc, les sportifs de l'INSEP peuvent prendre rendez-vous pour une consultation avec vous. Est-ce qu'il existe, au-delà de ce dont nous avons déjà parlé, des troubles spécifiques aux sportifs de haut niveau sur lesquels vous pouvez intervenir ? Alors, est-ce qu'il y a des troubles spécifiques des sportifs de haut niveau ? Non, parce que il peut y avoir des TCA, des anorexies, boulimie. Il peut y avoir, je dirais... Alors, il y a surtout une méconnaissance de ce que le sportif de haut niveau doit faire, je dirais, pour maintenir un haut niveau nutritionnel, pour avoir un haut niveau de dépenses énergétiques et de récupération. Voilà, et c'est bien souvent ça qui est quand même un peu encore, je dirais, pas très bien perçu. Maintenant, il y a quand même une chose qu'il faut souligner, c'est que nos sportifs de haut niveau ont de plus en plus de pathologies, je dirais, notamment thyroïdiennes, et que l'on a pas mal d'hypothyroïdie. Et donc là, j'ai pas mal de sportifs qui viennent me voir, et récemment, pas mal d'hyperthyroïdie, qui est quand même beaucoup lié à l'émotionnel et beaucoup lié, je dirais, voilà. Les hypothyroïdies, malheureusement, ceux qui sont allés, notamment au niveau du judo, du côté de la Russie, ils ont eu les ondes radioactives, et ceux qui sont allés en tennis au niveau, je dirais, de l'Australie, là aussi, irradiation, etc. Donc, en fait, on a des sportifs de haut niveau en hypothyroïdie, on a des sportifs de haut niveau en hypothyroïdie sur les podiums. Ah, donc c'est lié à leur déplacement dans des régions du monde probablement. Alors en France, on n'a pas été épargné non plus. Mais en fait, là, si vous voulez, c'est quelque chose de nouveau. Moi, qui suis quand même en endocrinologie et qui suis beaucoup de personnes, véritablement, au niveau du tennis, moi, j'en ai découvert pas mal. Et voilà, judo et tennis. Bon, maintenant, est-ce que dans le vélo, il y en a aussi beaucoup ? Je n'ai pas tous les sports et tout, je dirais, tout le panel. Mais en tout cas, oui. Il y a 15-20 ans de ça, on ne traitait pas des sportifs de haut niveau pour leur thyroïde. Alors, est-ce qu'on peut associer un diabète avec le sport de haut niveau ? Comment on fait ? Alors, actuellement, c'est relativement beaucoup plus facile. Pourquoi ? Parce que vous avez bien vu que des personnes ont des capteurs sur les bras. Ces capteurs sont donc, je dirais, posés et permettent de regarder la glycémie en continu. C'est-à-dire on a des capteurs de deuxième génération, des capteurs de troisième génération qui vont arriver très très vite. Et je dirais qu'ils permettent, même si... Alors, le principe, c'est j'ai un capteur, j'ai un lecteur, et je passe mon lecteur sur mon capteur qui enregistre, je dirais, les glycémies. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de passer, je dirais, son lecteur sur son capteur. Bien souvent, c'est d'ailleurs lié au téléphone. Et l'enregistrement se fait en continu. Voilà. Donc, au niveau du sport, c'est très très important parce qu'avant, il fallait savoir que si on voulait cadrer un sportif dans sa discipline, alors il y a deux types de disciplines. Une discipline, je dirais, en endurance, où en fait l'activité est relativement, alors ça bien sûr au moment où il file à toute allure, mais au moment où, c'est vrai, dans l'entraînement, etc., on a des rythmes qui sont constants. Voilà. Mais dès que l'on change de rythme et dès qu'il faut faire partir, je dirais, la surrénale, on fait des pics d'hyperglycémie qui peuvent aller jusqu'à 3 grammes. C'est-à-dire le sportif peut passer de 0,80 à 3 grammes en l'espace d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et donc, c'est ça qu'il faut gérer. C'est ça le plus grand problème. Donc, quand les sportifs, on avait juste les microglycémies, c'est-à-dire on se faisait une petite piqûre sur le bout du doigt et on allait, je dirais, mettre sa bandelette dans son appareil, il fallait le faire 6, 8, 10 fois, 15 fois dans la journée, si on voulait vraiment décrypter tout ce qui se passe sur une journée et pouvoir proposer, je dirais, des traitements insuliniques. D'ailleurs, il y a le tennisman là, qui a été en finale à Roland-Garros. Il est insulinodépendant. Il s'injecte très régulièrement de l'insuline.
Voilà, parce que les phénomènes émotionnels font monter énormément le diabète de par, je dirais, la capacité que l'on a à sécréter du sucre pour être dans la vigilance et dans la compétence. Voilà. Donc en fait, le fait d'avoir ces capteurs, aujourd'hui, a modifié totalement la prise en charge des diabétiques, qui avant était catastrophique, puisqu'ils passaient de hypo à hyper. Enfin, c'était quand même, les schémas étaient quand même très difficiles à adapter et à adopter. Est-ce que vous suivez des sportifs de ce type-là ? Non, actuellement, non, je n'en suis pas parce qu'ils sont tous dans leur fédération et ils ont donc leur pôle hospitalier, je dirais. Voilà. Personnellement, non. Certainement que des collègues en suivent. Vous avez parlé de l'importance du sport pour se sentir bien. Est-ce qu'à un certain niveau, par exemple, avec une charge d'entraînement lourde, le sport peut à un moment donné avoir un effet délétère sur les hormones ? Si en fait la quantité n'est pas adaptée. Est-ce que c'est vraiment délétère au niveau des hormones ? Pas forcément, puisque c'est un phénomène adaptatif constant. Donc en définitive, si la personne dépasse, je dirais, son entraînement et va au-delà, de toute façon, elle va être épuisée. Épuisée aussi parce que chez les hommes, la testostérone chute. Je dirais, au niveau de la surrénale, pareil, elle ne va pas avoir des capacités non plus à sécréter sur des adaptations très importantes. Enfin, l'adaptation ne pourra pas être infinie, c'est ça que je veux dire. En même temps, je dirais, au niveau de l'hormone thyroïdienne, c'est pareil. On voit bien que si on tire de trop, la capacité aussi au niveau de sa sécrétion peut aussi, donc ça s'appelle des phénomènes d'épuisement, et dans le phénomène d'épuisement, je dirais, tarit la capacité, donc l'organisme est obligé de se resituer. Voilà. Donc en fait, il faudrait vraiment que quelqu'un soit en entraînement constant et sur 4, 5, 6 heures par jour pour peut-être épuiser son corps. Là, je pense qu'il aura plutôt des problèmes au niveau musculaire, articulaire, et puis qu'il ne pourra pas, à long terme, de par le besoin énergétique que ça représente, voilà, canaliser des choses. On a déjà un petit peu évoqué le sujet rapidement un peu plus tôt, mais c'est vraiment une question qui m'intéresse. Est-ce qu'il existe une hygiène des hormones ? Est-ce qu'on peut, par son hygiène de vie, provoquer volontairement la sécrétion de bonnes hormones pour la santé, pour le moral, ou au contraire, en fait, en agissant d'une certaine manière mal, en diminuer la sécrétion ? Pour tout ce qui est, je dirais, hormones, thyroïde, surrénale, testicules chez les messieurs, hypophyse, non, parce que ce sont des sécrétions, je dirais, qui sont formatées, je dirais, au moment de notre entrée dans la vie, moment fœtal, etc. Donc, en fait, à partir du moment où il y a une activité qui est tout à fait, je dirais, normale, il n'y a pas de raison. Maintenant, effectivement, pour tout ce qui est neurohormones liées au bonheur, liées à la déprime, liées à tout ça, oui, c'est évident que là, selon la façon dont on va vivre et la façon dont on va, je dirais, gérer son corps, on va avoir un impact, bien évidemment. Et la surrénale fait partie de ces glandes, je dirais, qui par la médullo-surrénale qui gère l'adrénaline, noradrénaline, etc., sont dans les hormones du stress et de l'émotion. Voilà. Donc ces hormones-là pourront être modifiées, mais pas les autres. Si, quand on est anorexique mental, on va modifier ces neurohormones. Bon, donc si. Voilà, je pense que oui. C'est compliqué à dire, parce que là, c'est sur plusieurs domaines, en périphérie et en centrale. Donc on va dire que oui. On va dire qu'effectivement, en fonction de la façon dont on gère, on traite son corps, on a son obsessionnalité pour l'activité, pour la nourriture ou autre chose, si on va modifier ces neurohormones en centrale et en périphérique. Et donc, vous seriez en mesure de dresser une liste d'actions, de choses à faire au quotidien pour se sentir mieux, ou est-ce que en fait, ça dépend de chaque individu ? Alors, non, dans l'ensemble, il faut respecter son corps. Il faut, je dirais, avoir un sommeil suffisant parce que durant le sommeil, l'hormone de croissance est sécrétée, beaucoup de neurohormones sont sécrétées et donc nous permettre de récupérer des activités, des fonctions, des capacités osseuses, etc. Donc déjà une bonne hygiène de vie sur le plan veille-sommeil, déjà très important. Après, les grincheux, les méchants, les pervers auront certainement, je dirais, moins d'hormones, je dirais, qui leur permettent
je dirais, d'appréhender le monde sur le côté positif déjà. Et oui, effectivement, il y a quand même... il y a quelqu'un qui sourit, il a forcément plus d'ocytocine que quelqu'un je dirais, qui est dans la méchanceté ou autre chose. Maintenant, je pense aussi que notre psychisme, notre psychologie et notre psychiatrie jouent. Par contre, mais ça, bon, tout le monde le sait, le sport et le sport de haut niveau, c'est quand même, je dirais, quelque chose qui est exceptionnel. On peut être sportif et grand sportif, mais le sport de haut niveau, c'est quand même l'exception. C'est une exception à la fois sur le plan psychologique, sur le plan des capacités, sur le plan, je dirais, qui est aussi modifié par un environnement très important. Voilà, donc c'est vrai que le sportif de haut niveau est quelqu'un hors norme, hors classe, et sur des podiums, parce que il a quand même des éléments en plus, et que son environnement va créer encore en plus du positif, de la confiance en soi, etc. Et ça, c'est vrai que voilà, peut-être que le sport de haut niveau reste une exception. Voilà, sur des personnes qui déjà ont des grands pouvoirs, des grandes capacités et en même temps une énorme volonté. Alors, Dr Oprendek, je vous ai présenté aussi comme nutritionniste au début de cet entretien. Est-ce que vous pouvez faire quelques petits rappels de base en fait, sur ce qu'est une bonne hygiène alimentaire ? Alors, au niveau, je dirais, nutrition et au niveau diététique, il faut se rappeler qu'il n'y a jamais de régime à faire. Les régimes sont toujours des moments exceptionnels qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on doit faire toujours de la prévention alimentaire. Et en définitive, manger, c'est quelque chose d'absolument identique pour tout le monde, qu'on soit un sportif de très haut niveau, un sportif de grande activité, un sportif moyen, je dirais un enfant, un adulte qui travaille et un enfant, et une personne très âgée. On est toujours sur l'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire, de toute façon, part d'une seule base, c'est que nous sommes une machine énergétique. Nous avons une structure, nous avons besoin d'énergie. Notre structure, ce sont nos protéines. Ces protéines, nous ne savons pas les fabriquer. Donc, il faut absolument les manger, les ingérer, les consommer. Et contrairement à ce qui est dit partout, il faut toujours avoir 1 gramme kilo poids jour de protéines au quotidien. Plus, si bien sûr on fait la musculation et autres, mais ça, ce sont des adaptations. Ou si on fait des efforts aviron et autres je dirais, sur des sports qui demandent beaucoup de masse musculaire. Mais en tout cas, c'est une règle. Attention, bien sûr, aux insuffisances rénaux, parce que les doses sont un petit peu moins importantes, ou du 0,8 grammes kilo jour a priori, je dirais, de façon habituelle. Voilà. Et donc, en fait, les protéines, c'est aller trouver et chercher. Et c'est surtout, je dirais, distribué sur 2 repas et pas sur un seul repas, comme beaucoup de personnes font aujourd'hui. Donc, les protéines, il y a du monde animal et le monde végétal. Le monde animal, vous le connaissez bien, ce sont donc toutes des viandes. Soit elles sont rouges, soit elles sont blanches, soit, je dirais, ce sont les œufs, le jambon, la dinde, etc. Et tout, bien sûr, les poissons. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir des protéines dans le monde végétal, mais il faut associer 2 végétaux en même temps. Autrement, vous êtes en carence d'acides aminés qui sont donc les bases des protéines de construction. Donc, il faut associer des céréales avec des légumes secs au même repas et en même quantité, puisqu'il manque 2 acides aminés dans l'un et 2 acides aminés dans l'autre. Donc, pour que ces protéines soient construites au niveau du corps, il faut de l'énergie. Autrement, ces protéines sont urinées. C'est le principe des régimes cétosiques qui n'associent pas aux protéines aucun sucre. Donc, en fait, pour construire les protéines, il faut de l'énergie, 2 énergies possibles, soit les matières grasses, soit, je dirais, les sucres. Au niveau des matières grasses, il faut donc consommer des matières grasses et dont, je dirais, les acides gras polyinsaturés oméga 3 et oméga 6. L'huile d'olive est riche en oméga 6. Il faut donc lui associer systématiquement des huiles riches en oméga 3, pépins de raisin, maïs et autres, tout simplement. Donc, notre énergie, ce sont surtout les sucres. Le cerveau ne se nourrit que de sucre. C'est ça, je dirais, le problème. Nos muscles, en grande partie de sucre, c'est leur énergie. Donc, en fait, il existe 3 sucres, vous le savez. Les sucreries, agréables pour le goût et les saveurs, mais, je dirais, d'assimilation hyper rapide directement dans l'estomac, qui fait un pic de sucre rapide au niveau du sang. Si je fais une activité physique dans le quart d'heure qui suit, je vais utiliser ces sucres. Si je ne fais pas d'activité physique, je vais donc transformer ces sucres en triglycérides qui sont des graisses et les stocker. Soit dans mon foie, c'est les maladies hépatiques aujourd'hui de stéatose hépatique, soit effectivement au niveau périphérique et je vais devenir un peu fort. Au niveau des fruits et des légumes,
très intéressants pour la très bonne santé parce qu'ils contiennent tout ce qui est absolument, je dirais, indispensable à notre vie, toutes les vitamines B, tous les vitamines et minéraux, magnésium, etc. Donc ces fruits et ces légumes contiennent aussi du sucre qui s'appelle du fructose. Leur assimilation est relativement différée dans le temps et donc très important pour cette très bonne santé et pour le rassasiement aussi. Et donc notre énergie à nous, donc il contient bien sûr des sucres, mais comme les fruits et légumes sont très hydratés, la quantité de sucre n'est pas si importante que ça, à part sur 5 types de fruits très sucrés, les cerises, les mirabelles, les figues, les raisins et puis les bananes. Au niveau, je dirais, donc de l'énergie, il ne nous reste qu'une seule énergie, ce sont les grands amidons, les grandes farines, qui sont donc le pain ou les équivalents en légumes secs, en pommes de terre, en céréales, énormes molécules de sucre, pas de digestion au niveau de l'estomac, digestion donc dans l'intestin grêle, donc 2 heures ou 3 heures après les repas, et c'est pour ça qu'il y a ce fameux différé de temps entre l'ingéré d'un repas et une activité physique, de manière que ces énergies puissent être mises à disposition au niveau du corps. Énergie qui va arriver au moment où vous digérez vos protéines et qui va permettre, je dirais, la construction des protéines au niveau du corps, le renouvellement, etc. Et donc augmenter la dépense énergétique. Voilà. Donc en fait, l'équilibre alimentaire, c'est un trio au niveau des repas, toujours des protéines, toujours du pain ou des féculents et les légumes associés pour avoir les fibres qui vont augmenter le temps d'assimilation des repas et donc l'utilisation, je dirais, de façon intéressante des aliments que nous consommons, qui vont donc permettre, je dirais, d'avoir de l'énergie, d'avoir un métabolisme énergétique augmenté et d'avoir surtout au niveau pondéral un équilibre pondéral qui reste très intéressant et qui nous permet de perdre du poids si nous avions des velléités de consommer trop de matières grasses ou d'aliments sucrés dans notre alimentation de base. Bien évidemment les laitages par rapport au calcium et bien évidemment le fruit. Au regard de ce que vous venez d'expliquer, j'aimerais savoir ce que vous pensez du véganisme. Et est-ce que le véganisme est compatible avec le sport de haut niveau ? Alors, le véganisme, s'il est complémenté et compensé, peut être compatible avec le sport de haut niveau. Si on ne mange que des légumes et que l'on ne met absolument pas de complémentation, énormément d'éléments vont être, je dirais, en carence. Le fer, la vitamine B9, la vitamine B1, la vitamine B6, le magnésium en grande partie, enfin le magnésium plus ou moins, sélénium, etc. Il va y avoir vraiment des manques très importants, donc il faut une complémentation. Si complémentation il y a, avec des volumes alimentaires qui sont, je dirais, qui correspondent à la dépense énergétique, pourquoi pas ? Voilà, il n'y a pas, tout peut se faire. Faut-il encore être très, très, très précis dans ce que l'on fait, connaître sa dépense énergétique et avoir une complémentation efficace parce que dans la sudation partent aussi beaucoup d'éléments, le calcium, le magnésium, etc., le fer. Donc si d'un côté il n'y en a pas suffisamment et si de l'autre côté il y a des pertes beaucoup plus importantes, là il peut y avoir des risques majeurs au niveau de la santé. J'ai une dernière question pour vous, Dr Oprendek, qui est peut-être un petit peu plus philosophique. Avec l'avancée des connaissances scientifiques, notamment sur le fonctionnement du corps humain, on peut remarquer à quel point nos émotions et nos actions peuvent être le résultat de facteurs physiologiques multiples et très complexes qui sont à l'œuvre, qui interagissent entre eux et puis avec l'environnement. Alors, j'imagine que les hormones ont un rôle important à jouer dans ce processus. Et considérant ce postulat, selon vous, est-ce que le libre arbitre existe réellement ou est-ce que c'est une illusion ? Est-ce que nous ne serions pas quelque part des machines biologiques contrôlées par des mécanismes qui nous dépassent ? Alors, structurellement, on est effectivement le résultat de nos hormones et de ce que la nature nous a, comment la nature nous a structuré, comment la nature nous a fait et comment, je dirais, de cette première cellule de notre première vie, on est devenu un fœtus et un enfant et un adulte, etc. Donc oui, ça là, on est programmé par rapport à ça. Maintenant, ce qui, je pense, joue énormément, c'est ce que nous sommes sur le plan psychiatrique, psychologique. Et ça, certainement, il y a des influences, je dirais, très importantes. Et c'est étudié parce que, effectivement, c'est étudié dans le domaine de tout ce qui est agressivité, viol, etc. Et ce sont des domaines qui sont étudiés sur le plan neuro-hormonal. Maintenant, est-ce que l'on peut modifier ça et est-ce que c'est très compliqué ? Je dirais, un schizophrène n'a pas, je dirais... alors, si, le schizophrène, il a peut-être
aider normalement à, je dirais, à la transformation de cette bipersonnalité, on va dire, parce qu'il a consommé de la drogue et de l'alcool. Ça oui, sur un cerveau qui était déjà non encore terminé, puisque jusqu'à 25 ans, le cerveau n'est pas, je dirais, en mesure d'avoir toutes ses capacités. Mais en tout cas, je dirais, les violeurs, les schizophrènes, les assassins, voilà, est-ce que l'on peut venir modifier des choses et est-ce qu'on pourra le faire un jour? Point d'interrogation. On sait que l'environnement, bien sûr, va nous structurer, mais ça, on le sait. En fonction de la personnalité de nos parents, en fonction du cadre de vie dans lequel nous sommes, forcément, on va avoir des évolutions différentes. Mais il y a quand même une base qui est là, je dirais, l'individu qui a été créé. Et on dit toujours d'ailleurs que les enfants ne ressemblent pas à leurs parents. Les parents veulent toujours que les enfants soient à leur image, mais ce n'est jamais le cas. Voilà, donc jusqu'à avoir des enfants, je dirais, assassins ou autre chose. Eh bien, merci pour toutes ces informations, Dr Oprendek. À bientôt. Les podcasts de l'INSEP, médecins du sport. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.